De la princesse à dos de taureau à la communauté de destin, l'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille, la folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoir et de questions. Notre Europe, quelle histoire! Au XIXe siècle, l'Europe atteint une puissance militaire et une capacité d'innovation inédite, qui déboucheront sur le cataclysme de 1914. La concurrence devient déterminante dans les relations entre les pays. Chacun recherche la suprématie. L'époque est au nationalisme et à l'individualisme. Les Européens nourrissent des prétentions sans précédent et s'imaginent être destinés à civiliser le monde. Une vision qui fera d'innombrables victimes. Comment tout cela va-t-il finir ? Règne, Britannia, règne sur les mers. Ton peuple à jamais ignorera les fers. Première puissance du continent grâce à son empire, le Royaume-Uni suscite l'admiration. Londres est un pôle d'attraction qui compte déjà plus de 2 millions d'habitants au milieu du XIXe siècle. C'est la première ville d'Europe et la plus riche au monde. De quoi faire des envieux. L'année 1863 voit la mise en service du premier métro de la planète. Imaginé par un notaire londonien, il va révolutionner les villes d'Europe. Actuellement, le Tube accueille plus de 3,5 millions de voyageurs par jour. À l'époque déjà, c'est la ruée vers les places assises. Enveloppés dans la fumée épaisse des locomotives, les passagers toussent et peinent à respirer. On peut s'en faire une idée grâce à cette trame historique. Les effets de l'industrialisation sur l'environnement commencent d'ailleurs à préoccuper les scientifiques. À la fin du siècle déjà, le chimiste suédois Svante August Arrhenius théorise l'effet de serre. C'est quand déjà la prochaine conférence sur le climat? 150 Jahren ungefähr. Mais la pollution n'émeut pas grand monde pour l'instant, et Londres veut surtout montrer l'étendue de son savoir-faire. Lors de la première exposition universelle en 1851, le Royaume-Uni offre l'image d'une puissance innovante. Il fait construire pour l'occasion le Crystal Palace, un immense édifice moderne de verre et de métal dans le sud de Hyde Park. L'exposition bénéficie du soutien de la jeune reine Victoria. 28 pays viennent y présenter leurs inventions techniques, leurs arts et leurs matières premières. Un étalage aussi somptueux qu'exotique, puisque les colonies sont également représentées. Que Dieu bénisse mon pays bien-aimé, qui s'est distingué si noblement aujourd'hui. Note la reine enthousiaste dans son journal. Elle sera plus tard surnommée la grand-mère de l'Europe, sa descendance nombreuse ayant rejoint les différentes cours royales du continent. À l'époque, l'Europe est encore pour l'essentiel aux mains de maisons régnantes et de familles de très haute noblesse, toutes plus ou moins apparentées. Comme souvent dans les familles nombreuses, les querelles et les rivalités sont monnaie courante. Ce sont elles qui vont conduire le continent à la guerre, tout d'abord en Crimée en 1853. Le contexte, l'Empire ottoman est affaibli.
à tel point qu'on le surnomme l'homme malade de l'Europe. Voyant émerger un déficit d'autorité au bord de la mer Noire, la Russie de Nicolas Ier en profite pour attaquer. Français et Britanniques déploient leurs forces pour épauler les Ottomans. Le conflit remet en question l'équilibre des puissances en Europe. La bataille décisive a lieu à Sébastopol, ville porteuse d'une grande charge symbolique pour les Russes. La guerre de Crimée aurait pourtant pu facilement être évitée. Mais elle voit un Napoléon III inconséquent et un Nicolas Ier mal informé multiplier les démonstrations de force. La France de Napoléon III voulait une guerre rapide et une victoire assurée. L'Angleterre espérait la disparition de la puissance maritime russe. La Confédération germanique, et notamment la Prusse, comptait sur un affaiblissement de la Russie. Et la Russie misait sur la désintégration de l'Empire ottoman pour gagner un accès à la Méditerranée. Elle voulait renforcer sa position dans les Balkans et conserver son statut de grande puissance en Europe. La guerre de Crimée est la première à être couverte par la photographie. Les civils découvrent effarés les premières images non censurées en provenance du front, avec de lourdes conséquences, notamment pour les vaincus. Le traumatisme psychologique a été immense. Depuis le règne de Pierre le Grand, la Russie était habituée à remporter toutes ses guerres. Ses sujets étaient fiers d'appartenir à une nation victorieuse. Alors quand la défaite est arrivée, ça a été un bouleversement. Le pays était sous le choc. Une humiliation qui hante encore les Russes de nos jours. La Crimée conserve une importance de premier plan dans l'inconscient collectif. Elle symbolise l'héroïsme, le sens du sacrifice et rappelle aux nostalgiques l'époque glorieuse du pays. En 2014, comme pour prendre une revanche tardive, la Russie est de retour en Crimée. L'Occident s'en indigne, bien sûr. La liesse populaire que déclenche ce qui est décrit à l'Ouest comme une annexion est sans équivoque. La Russie est-elle désormais un partenaire, une menace ou un adversaire pour l'Europe ? После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. On peut comparer l'histoire de la Russie à une cloche qui ne cesse de sonner. Crimée, vous comprenez? Ce territoire est très important. Chaque pays a comme ça un lieu sacré, chargé d'une histoire douloureuse. Quand on y touche, c'est tout le peuple qui se mobilise. Mir schwirrt der Kopf. Osmanen, Russen, Briten, Italiener, Franzosen. Es war ja die reinste Generalprobe für den Ersten Weltkrieg. Tiens, bah oui, c'est vrai. Vous étiez où, vous les Allemands, à l'époque? Wir waren ausnahmsweise so klug, uns rauszuhalten und galten darum als Drückeberger. Aber wie ging das denn eigentlich los mit der Krim? Alors en fait, ça a commencé entre autres avec une dispute à propos de l'église du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Jesus wurde nicht auf der Krim begraben. Non, évidemment. Mais bon,
Mais pour les Russes, encore aujourd'hui, c'est un lieu saint. L'âme russe n'a pas encore bien compris qu'elle s'est peut-être mis toute l'Europe à dos. Ja, aber was hat die Grabeskirche mit der Krim zu tun? En fait, rien. Mais les grandes puissances se disputaient pour savoir qui aurait les clés à Jérusalem. Die haben sich wegen eines Bunds Schlüssel bekriegt? Sowas kann man für wenig Geld nachmachen lassen. Dann hätte jeder einen gehabt. Non, la clé ne pouvait avoir qu'un seul propriétaire. Alors, malgré une petite escapade par l'Orient, ce qui se jouait ici, en fait, c'est de savoir qui serait le chef de l'Occident et par conséquent, celui de la chrétienté. Also das Übliche, aber warum fochten die das ausgerechnet auf der Krim aus? Ouverture sur la Méditerranée, flotte de la mer Noire, considérations géostratégiques... Aucune idée. Probablement parce que là-bas, on peut passer des super vacances. Des vacances? Oui. Au XIXe siècle, beaucoup d'Européens découvrent les vacances. Elles ne sont plus réservées à la noblesse et le Britannique Thomas Cook veut mettre le tourisme à la portée de tous. Pas seulement pour envoyer ses compatriotes aux quatre coins du monde, mais aussi et surtout pour les détourner de l'alcool. Grâce aux progrès techniques, les Européens explorent leur propre continent. Les premières lignes de chemin de fer permettent une grande mobilité et chaque pays développe son réseau. Avec un petit inconvénient, beaucoup adoptent des largeurs de voies différentes. Encore une marque de la concurrence entre États, aucun ne veut se plier à la norme de son voisin. Des écarts demeurent aujourd'hui encore, même si une certaine uniformisation a eu lieu. De nombreux pays ont ainsi opté pour un écartement standard, notamment l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou encore l'Italie. Au milieu du XIXe siècle, la nation italienne n'existe pas encore. La péninsule morcelée est notamment sous domination des Français, des Espagnols et des Autrichiens. Mais la révolte gronde et l'organisation de Giuseppe Mazzini, patriote révolutionnaire, milite pour l'unification du pays. Cette époque du réveil italien est ainsi nommée Risorgimento. Un nom fait office de cri de ralliement. Vive Verdi! Le patronyme du compositeur se trouve être aussi l'acronyme de Victor Emmanuel, roi d'Italie. Les partisans du souverain appellent à l'unité de la nation italienne derrière son roi. Viva Verdi! Giuseppe Verdi est lui aussi un fervent patriote, quoique plutôt républicain. Son opéra Nabucco fait de lui un héros national et une figure centrale dans l'histoire de l'unification du pays. Le cœur des esclaves de Nabucco devient même pour les Italiens un hymne officieux. Va, pensée sur tes ailes dorées. Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines, où embaument, tièdes et tendres, les douces brises du sol natal. Salue les rives du Jourdain, les tours abattues de Sion. Ô ma patrie si belle et perdue, ô souvenir si cher et fatal. Sur la Piazza Venezia, à Rome, trône aujourd'hui le Vittoriano, véritable temple à la gloire de Victor Emmanuel II, père de l'Italie unie. Il abrite le musée du Risorgimento. On peut y voir le portrait de Giuseppe Garibaldi, autre patriote et acteur central de l'unification de l'Italie. Le chef charismatique fait combattre ses troupes au cri de « Rome ou la mort ». Il reste aujourd'hui encore cher au cœur des Italiens, comme en témoigne cette chanson populaire à sa gloire.
Garibaldi est avant tout un mythe. Toutes les villes d'Italie ont leur rue Garibaldi et leur place Garibaldi. C'était un combattant un peu fou, mais un grand combattant qui exerçait un ascendant moral indéniable sur ses partisans. C'est à lui qu'on doit l'unification de l'Italie pour une bonne part. Il ne faisait pas de distinction entre ceux qui venaient du Sud, du Nord ou des États pontificaux. C'est aussi dans cet esprit qu'est né le mouvement Giovane Europa, Jeune Europe, dont l'objectif était de créer une nation européenne, au-delà des frontières existantes. Il a été rejoint par des Français, des Allemands, des Polonais et bien sûr des Italiens. Créé par Giuseppe Mazzini, Jeune Europe se donne pour devise liberté, égalité, humanité. L'organisation promeut le pouvoir des peuples et la fin des dynasties régnantes en vue de laisser la place à une Europe démocratique. Un programme utopique qui ne se réalisera pas. J'aurais du mal à dire si le nationalisme de l'époque était une bonne chose ou une mauvaise chose. En tout cas, je crois que si on avait permis à un nationalisme européen, appelons-le comme ça, de prendre le dessus sur le nationalisme national, la Première Guerre mondiale n'aurait peut-être pas eu lieu. La Seconde non plus. Et les choses se seraient passées un peu mieux. Qu'en est-il aujourd'hui ? Peut-on dire que les ambitions du mouvement Jeune Europe ont pris forme ? Ou que chaque pays n'en fait toujours qu'à sa tête ? Quoi qu'il en soit, l'unification de l'Italie finit par se réaliser et les États pontificaux sont dissous. Rome est officiellement proclamée capitale en 1871. Actuellement, la souveraineté du pape ne s'étend plus que sur le Vatican d'une superficie d'1 demi-kilomètre carré à peine. Voilà qui aurait sans doute plu à Garibaldi. Mais les Italiens, ils m'énervent avec Garibaldi. C'est Garibaldi par-ci, Garibaldi par-là. Franchement, si ça, c'est pas du culte de la personnalité, hein. Die Pizza Garibaldi ist jedenfalls super. Ouais, c'est vrai. Mais bon, cela dit, ils exagèrent. Pour moi, tu vois, Garibaldi, c'est un peu comme une star qui descend de scène, les projecteurs s'éteignent, il descend, il perd tout son glamour. Tu vois, lui, c'est pareil. Lass doch bitte den Italienern ihre Nationalhelden. Die lieben die große Oper. Auch beim Unabhängigkeitskampf. Ouais, mais regarde par exemple l'Italie du Sud, le Mezzogiorno. Même après la réunification de l'Italie, c'était toujours pareil. T'avais toujours des gros propriétaires terriens qui exploitaient les pauvres petits paysans. Pourquoi tu crois qu'ils sont partis en Amérique après? Um den Amis ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen konnten. En parlant de pizza, t'as remarqué qu'on n'arrête pas de manger ici? Naja, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und Europa. Kling! Le 19e siècle est aussi celui d'un renouveau artistique. À Paris, de nombreux peintres refusent les canons du bon goût officiel. Multipliant les expériences sur la forme et la couleur, ils peignent aussi de plus en plus sur le motif, en plein air. L'art provoque, pèse sur l'opinion publique. Et cela ne plaît pas à tout le monde. La vénérable Académie des Beaux-Arts s'offusque, tandis que le Salon de peinture et de sculpture de Paris refuse d'exposer certains artistes au motif qu'ils peignent des barbouillages, ruisselant d'insanité. Les tenants de l'académisme rejettent cette peinture nouvelle, à leurs yeux brouillonne et décadente. Ils sont dépassés par l'art moderne. Édouard Manet fait partie des artistes qui divisent. En 1862, il déclare, comme par défi, « On va m'éreinter, on dira ce qu'on voudra ». Pour son nouveau tableau, il choisit dans un premier temps un titre délibérément scabreux, La partie carrée. Sans surprise,
Le public bourgeois est outré. Une femme nue en compagnie de 2 hommes vêtus, probablement ses amants, voilà qui est scandaleux pour la société française de cette époque. Le déjeuner sur l'herbe va néanmoins inspirer durablement les artistes de tout le continent. Du groupe britannique Bow Wow Wow, qui le pastiche pour une couverture d'album, à Pablo Picasso. Bientôt, Manet est rattrapé par l'actualité politique. Une nouvelle guerre commence. Pendant le siège de Paris en 1870-71, l'artiste sert dans la garde nationale. Toujours équipé de son chevalet, il peint l'un de ses rares paysages, effet de neige au Petit Montrouge. Au lieu de montrer le tumulte des combats, il préfère restituer l'atmosphère oppressante. Il écrit à son épouse « Nous avons grand espoir de battre ces gredins de Prussiens. » Mais pourquoi tant de haine ? La Prusse est devenue une puissance dominante et les Allemands veulent désormais leur propre État-nation. Une ambition qui menace l'équilibre européen. L'empereur Napoléon III se sent cerné, menacé. Le chancelier prussien Otto von Bismarck joue un rôle essentiel dans cette séquence d'événements. Il veut parallèlement réaliser l'unité de l'Allemagne à tout prix, si besoin, par le fer et le sang, et au prix d'un conflit armé avec la France. À Paris, scandent les Allemands. Sur fond de nationalisme, la France et la Prusse entrent en guerre. Paris tiendra jusqu'au bout. Paris se défendra jusqu'à la dernière extrémité et Paris, même réduit par la famine, restera la première ville du monde, écrit le Figaro. Mais l'ennemi progresse et remporte bataille sur bataille. Le commandement prussien s'installe à Versailles, symbole du pouvoir absolu et de la grandeur française. C'est un triomphe pour Bismarck, qui a vaincu l'ennemi et réalise dans la foulée l'unification de l'Allemagne. Celle-ci est annoncée dans la Galerie des Glaces en 1871, en même temps que Guillaume Ier est proclamé empereur d'Allemagne. Les acclamations fusent. L'humiliation est sévère pour les Français et aura de lourdes conséquences. C'est une gifle pour la France, et par là même, bien sûr, pour l'Europe. L'apparition de l'Empire allemand, cette nouvelle puissance de poids au cœur du continent, met les équilibres en danger. Bismarck l'avait d'ailleurs très bien compris. Il a œuvré à cette unification avec acharnement, mais quand elle est devenue réalité, il a su qu'il ne fallait pas lâcher la bride à l'Empire. Il jugeait que l'Allemagne était saturée, pour employer son expression, et il a mené une politique d'autolimitation. Une autre force irrésistible balaye l'Europe en cette fin de 19e siècle, le développement industriel. L'exploitation du charbon nécessaire à la fabrication de l'acier change la face du monde. La sidérurgie se met au service du progrès, permet de produire des trains, des rails, mais aussi, bien sûr, des canons. Conjugué à l'exode rural, ce phénomène va faire naître la classe ouvrière et la notion de prolétariat. Cette mutation ne fait pas que des gagnants. Ainsi, dans la vallée de la Wupper, en Rhénanie, les ouvriers vivent dans une misère extrême et endurent des conditions de travail déplorables. De plus, l'industrie fait des ravages sur l'environnement. Le jeune Friedrich Engels, fils rebelle d'un industriel, rédige en 1839 ses Lettres de la vallée de la Wupper, l'une des premières publications de l'époque critiquant ouvertement les inégalités sociales. Dans les usines textiles de son père, les conditions sont terribles. Le travail des enfants est monnaie courante. Le jeune homme relate : il règne une misère effroyable dans les classes inférieures.
Mais les riches fabricants ont la conscience élastique, et ce n'est pas un enfant de plus ou de moins laissé en déshérence qui enverra l'âme d'un piétiste en enfer. Contraint de quitter le pays, Engels gagne l'Angleterre, où il aide son ami Karl Marx à rédiger le manifeste du Parti communiste. Voilà. C'est bien dit, un spectre hante l'Europe. Le spectre du communisme. Oui. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. L'injonction commence à se diffuser en Europe et finit par inquiéter le chancelier Bismarck. Enfin tacticien, il décide de parer à tout soulèvement ouvrier en maniant la carotte et le bâton. Il fait ainsi adopter une série de lois interdisant les organisations socialistes, puis un ensemble de réformes qui vont améliorer le quotidien des travailleurs. Ces lois sur l'assurance maladie, les accidents du travail ainsi que l'assurance vieillesse, adoptées dans les années 1880, posent les bases de la sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui en Europe. Bon appétit. Et ce poisson s'appelle vraiment du hareng Bismarck. Genau. Mais franchement, ce type a fondé la nation allemande et en remerciement, on a nommé un poisson mariné en son honneur. Vous êtes parfois un peuple très bizarre, tu sais. Moment, willst du meine persönliche Theorie hören? Évidemment. Der saure Hering, das war sozusagen die Delikatesse des Arbeiters. Und mit dem Bismarck-Hering, da dankten die deutschen Proletarier ihrem Reichskanzler Bismarck quasi für seine fortschrittlichen Sozialgesetze. T'aurais dû être porte-parole du gouvernement à cette époque. Bismarck a surtout édicté ses lois pour forcer les travailleurs au silence. Fakt ist doch, in keinem anderen Land war der Lebensstandard der Arbeiter damals so hoch wie in Deutschland. Ben, je me pose quand même la question. Si tout allait si bien, pourquoi est-ce qu'ils ont continué à manger ces poissons marinés? Das ist Bismarck-Bashing. Sauer macht lustig. Berlin, 1884. Les nations européennes sont engagées dans une autre forme de concurrence, la course aux colonies, l'hégémonie mondiale. Lorsque Bismarck convoque la conférence de Berlin, c'est pour procéder à des arbitrages. Plus précisément, pour que les pays européens se partagent l'Afrique. Chacun d'entre eux veut sa place au soleil, se voit comme une grande puissance incarnant une domination. La condescendance et le racisme sont portés au pinacle. Les droits de l'homme, si chèrement conquis sur le vieux continent, n'ont pas cours dans les colonies, où règne surtout la loi du plus fort. Le sentiment de supériorité des Européens s'exprime brutalement. Léopold II, roi de Belgique, frappe fort en s'octroyant un territoire qu'il baptise État indépendant du Congo et qui lui appartient en propre. Il s'y comportera en despote absolu. Plus généralement, cette mainmise sur les terres africaines a des conséquences dramatiques. Elle s'accompagne d'une déferlante de violence et d'oppression. Par exemple, au sud-ouest africain, protectorat de l'Empire allemand devenu par la suite la Namibie. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, le massacre des Herero et des Nama fait près de 80 000 victimes, dont beaucoup meurent de faim et de soif dans le désert du Kalahari. Plus d'un siècle plus tard, ces massacres de masse ont laissé une blessure très profonde dans le pays. Le racisme est notamment théorisé dans L'essai sur l'inégalité des races humaines de Joseph Arthur de Gobineau. Paru en 1853, l'ouvrage trouve un lectorat enthousiaste. Selon l'auteur, c'est la race des Aryens germains, créée par Dieu, qui est supérieure à toutes les autres et doit servir d'étalon. Tout mélange avec les races inférieures, noires ou jaunes, constituerait un abaissement. Ces thèses arrivent sur un terreau fertile. C'est l'époque où l'on exhibe des représentants des races jugées inférieures comme des animaux pour divertir le public. Les sinistres zoos humains attirent les foules. Et le pire est à venir. Séduit par les théories raciales, Hitler en fera la base de sa doctrine. Lui aussi craint le mélange des races.
Agitant l'épouvantail du déclin de la civilisation, il va conduire l'Allemagne nazie à la folie génocidaire, avec le soutien d'une partie des scientifiques. C'est aussi le sentiment de la mission civilisatrice des peuples européens qui alimente la pulsion colonialiste européenne. Retour dans le bassin du Congo. Le massacre des Congolais par l'administration belge a fait quelques 10 millions de morts. En juin 1960, le roi Baudouin de Belgique assiste aux cérémonies officielles de l'indépendance du Congo. Après un long combat pour la liberté, le pays élit son premier président, Patrice Lumumba. La population est en liesse. Mais cela ne dure pas. Les États-Unis et la Belgique voient d'un mauvais œil cette élection et contribuent à renverser puis à faire assassiner Patrice Lumumba en 1961. Le rapport de force est sans appel. On parle de pays qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui encore sinistrés d'un point de vue économique, politique et même culturel. La puissance est du côté des Européens. Et naturellement, les plus forts dictent leur volonté aux plus faibles. En s'imposant ainsi, l'Europe génère une vive hostilité à son égard dans le monde entier. Au fil de l'évolution de ces empires coloniaux, le vieux continent s'enrichit et accroît son influence. Il y a un proverbe qui dit « On peut se retourner autant qu'on veut, les fesses restent toujours derrière ». Autrement dit, les faits sont là. On ne peut rien y changer. Les Indiens le savent. Les Amérindiens qui restent le savent aussi. Les Africains également. Selon moi, il est crucial que l'Europe se confronte à sa propre histoire et qu'elle arrête d'essayer d'en dissimuler des pans entiers. Le 19e n'est pas seulement le siècle du racisme, de l'oppression et de la guerre, c'est aussi celui de l'essor des sciences. Grâce à de grands esprits comme Louis Pasteur, la santé du commun des mortels s'améliore très nettement. Il étudie comment les bactéries dégradent les aliments et découvre comment contrer ce phénomène. Une avancée qui va sauver des millions de vies. La pasteurisation permet désormais de conserver certains aliments sans risque d'intoxication alimentaire. Les chercheurs européens du 19e siècle révolutionnent la théorie et la pratique scientifique. Et ils sont nombreux. Mais certaines de leurs découvertes sont loin de constituer un bienfait pour l'humanité. Alfred Nobel invente par exemple la dynamite et la fait breveter en 1867. De quoi alimenter les futures guerres, qu'ils le veuillent ou non. Car les Européens disposent d'un nombre croissant de moyens techniques pour embraser la planète. Au début du XXe siècle, ils produisent à tout va des blindés, des canons, des bombes et des mines, des gaz toxiques et des lance-flammes. Les budgets consacrés à l'armement ne cessent d'augmenter. Où peut mener cette course, sinon à l'autodestruction? Quelques mouvements pacifistes tirent la sonnette d'alarme, organisent des conférences et manifestent un peu partout sur le continent. Mais l'Europe se berce d'illusions et croit encore en un monde meilleur, plus beau, où la vie serait facile, dans une sorte d'hallucination collective. En 1910-1911,
les artistes Franz Marc et August Macke peignent ensemble une vaste fresque intitulée « Le paradis ». Tous deux voient l'avenir avec optimisme. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale approche, Franz Marc écrit « J'espère avoir un jour l'occasion de vivre une bataille. On est tellement exalté et impatient. » Le 28 juin 1914, à Sarajevo, des coups de feu retentissent. Ils marquent le début de la fin pour la vieille Europe. Par le jeu des alliances, c'est presque toute la planète qui va se trouver entraînée dans le chaos de la guerre. Mais dans un premier temps, les peuples sont enthousiastes à l'idée d'aller au combat. August Macke et Franz Marc partent ainsi au front, la fleur au fusil. En Russie, où les sentiments nationalistes sont tout aussi exacerbés, l'euphorie est grande. Le peuple descend dans les rues de Saint-Pétersbourg en brandissant des portraits du tsar et des icônes. Avant d'envahir l'ambassade allemande pour hisser le drapeau russe sur son toit. Le 17 août, les troupes russes franchissent la frontière allemande. En 1913, le tsar de Russie, le roi d'Angleterre et l'empereur allemand sont encore réunis à l'occasion d'un mariage à Berlin. Et tout semble aller pour le mieux. Un an plus tard, ces trois-là sont en guerre. On peut se demander pourquoi les liens de parenté entre les têtes couronnées d'Europe n'ont pas pu empêcher la guerre. Selon moi, même avec les dirigeants en place, le conflit était inévitable. Dans les années d'avant-guerre, les forces à l'œuvre étaient beaucoup plus puissantes que les individus, notamment la concurrence économique, militaire et coloniale. La concurrence, la foi aveugle dans le progrès, mais aussi le nationalisme, précipitent l'Europe dans la tourmente. La chute est rude. August Macke écrit du front. Tout est tellement horrible ici. La guerre est d'une tristesse sans nom. Il meurt fin septembre 1914, à 27 ans. Franz Marc confie quant à lui « Je me sens désespérément seul depuis que j'ai appris la mort d'August. Si désespérément seul, ici en Allemagne. » Il meurt à son tour en mars 1916. L'Europe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quelques mois de combat ont raison de l'ivresse patriotique des débuts. Le soir de Noël 1914, dans les tranchées, des soldats britanniques et français fraternisent avec leurs ennemis allemands, improvisant quelques passes de football. Tous perçoivent sans doute l'absurdité de la situation. Pourtant, le sang coulera encore abondamment avant la fin du conflit. Ist das nicht der reine Wahnsinn? Da haben die für ein paar Stunden wie beste Kumpels zusammen Fußball gespielt und schon gleich danach war wieder Krieg. Warum eigentlich? Die hatten ja nichts gegeneinander. Enfin, ça montre surtout qu'on peut même s'étriper sans avoir rien l'un contre l'autre. Je trouve ça troublant, moi. Vielleicht hätten die damals besser gleich eine Fußball-EM veranstalten sollen, statt eines Weltkriegs, um ihre Probleme im Stadion auszutragen. La question, c'est de savoir qui se serait proposé comme arbitre en 1914. Du siehst das zu pessimistisch. Heutzutage treffen sich doch auch alle europäischen Nationen friedlich im Stadion, zu Länderspielen, zu Meisterschaften. Et tout de suite après, c'est de nouveau la guerre. Les Américains hésitent très longuement avant d'envoyer leurs forces vives de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ils ambitionnent de devenir un poids lourd des relations internationales. Et ils vont placer les puissances européennes face à leurs limites, elles qui ont longtemps cru être le centre du monde. L'entrée des États-Unis dans le conflit sonne le glas de la vieille Europe qui n'est désormais plus seule à présider à ses destinées.
Qu'en est-il sur le front de l'Est? Pour la Russie, encore affaiblie par sa défaite face au Japon, cette nouvelle guerre tombe mal. La réforme agraire du tsar a échoué. La misère et la faim déclenchent des soulèvements. Le souverain réagit par la force en envoyant sa police. Mais depuis quelques années, un certain Lénine propage des idées nouvelles. Il est à la tête d'un groupe appelé bolcheviks. Leur idéologie fait son chemin et entend mobiliser les masses. La révolution d'octobre 1917 commence dans la nuit du 24 au 25, selon le calendrier julien. Ces images de reconstitution sont celles que tournera Sergueï Eisenstein 10 ans plus tard. Les idées marxistes révolutionnaires ne restent pas cantonnées à la Russie et se diffusent largement en Europe de l'Ouest. Lénine prend la tête de la toute jeune République socialiste fédérative soviétique. Elle va bientôt s'affirmer comme une grande puissance. Dès le mois de décembre 1917, Lénine entame des négociations pour conclure une paix séparée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les conditions sont désavantageuses, mais tant pis. Le peuple russe veut la paix, réclame du pain. La Première Guerre mondiale constitue un traumatisme collectif dont l'Europe ne se relèvera pas complètement. C'est un mélange de nationalisme et d'arrogance qui a conduit à cette autodestruction. Sur le front Est, on danse. La vieille Europe des dynasties est en déliquescence. Les structures du pouvoir vont s'en trouver bouleversées. Avec l'apparition de nouvelles idéologies, quelle direction va prendre le continent ? Et c'est comme ça que les seigneurs de la vieille Europe, qui voulaient une nouvelle fois s'unir pour faire une démonstration musclée de leur force, se sont finalement abolis eux-mêmes. Incroyable. Europa in Trümmern, eigentlich kein Grund zum Feiern. Trotzdem, danach ging die Party erst richtig los. Das Motto hieß ab jetzt, wir lassen es krachen, in jeder Hinsicht. Jusqu'à ce que tout explose, et là, la fête était vraiment finie.